Les politiques aujourd'hui, c'est une constante. Et c'est effectivement une tactique qui des fois finit par payer, ou qui consiste donc à essayer de discréditer la poursuite en mettant en cause en réalité les arrière-pensées et l'intégrité du procureur qui va poursuivre. Moi, il y a 20 ans que je constate ça. J'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train d'être organisées. Les Français doivent les connaître et en leur conscience et en toute liberté doivent juger de ce qu'il en est. Moi, je crois dans l'honnêteté et dans la sincérité des magistrats et des magistrats du parquet. J'ai toujours persisté à penser que un bon magistrat, fallait qu'il soit courageux. Et que le courage, ça fait partie des vertus intrinsèques qu'on doit exiger d'un magistrat et notamment d'un bon magistrat. Le courage, c'est effectivement ce qui va permettre de prendre des décisions qui ne seront pas forcément populaires. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre des décisions qui ne plaisent pas aux politiques. On fait quand même. Je suis l'objet, 1, d'un acharnement, 2, d'une instrumentalisation de la justice, tout ça pour me détruire, pour m'éloigner de la vie politique, de la même façon que dans le même temps. Enfin, les Français sont pas sots, ils observent bien que tout est fait pour affaiblir Nicolas Sarkozy. La démocratie, elle a besoin pour fonctionner, que ça plaise ou que ça déplaise, elle a besoin d'une justice qui soit forte, qui soit indépendante et qui fasse respecter le droit, les grands principes républicains et qui protège la liberté des gens. C'est tout. Elle est pour ça, la justice. Et quand on incarne une institution, notamment au plus haut poste de responsabilité, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on devrait travailler. Et moi, en tout cas, j'ai envie de dire, comme citoyen, c'est ce que j'aurais envie d'attendre de la personne que j'aurais élue. Dans quel pays vivons-nous où un ancien chef de l'État, peut-être pendant plusieurs mois, écouter dans ses conversations personnelles les plus privées? Des attaques de certains politiques, effectivement, contre la justice, moi je pense que ça discrédite la République, et ça sape la confiance des citoyens dans l'institution, et la confiance dans la démocratie. Et je pense que c'est extrêmement grave. Et ça l'est encore plus quand ça vient d'un président de la République qui est censé, de par la Constitution, œuvrer pour garantir l'indépendance de la justice. Donc c'est bien lui qui devrait être le dernier à venir tenir ce genre de propos. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 37. Cette semaine, émission mensonges, crapulerie et peau de boudin. Le candidat de l'ordre moral, avec sa gueule à faire châtrer tous les mâles, il nous parle sans rigoler de vieilles vertus desséchées. Travail, famille, patrie, ça va changer, le père la pudeur va nous réformer. Il nous dit dans son programme d'acier que les mâles doivent se retirer. Lui, il a quand même dérapé 3 ou 4 fois dans sa moitié. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris, cette citation d'une chanson de François Béranger, donc fameux chanteur contestataire des années 70 en France. Il sera question ce soir de crapulerie car nous allons parler d'un film qui est sorti au début de l'année, mais on s'y prend un peu tard. Mais de toute façon, l'affaire est encore en cours, donc puisque nous allons parler de Personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat, consacré à l'affaire Sarkozy et Kadhafi, autant dire que c'est assez rocambolesque et personne n'y comprend rien. Peut-être que ça aura un rapport avec le deuxième film dont nous parlerons, Mission Impossible, The Final Reckoning, dernier film donc de la saga Mission Impossible initié par Tom Cruise il y a 30 ans déjà. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Florent. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Le Dr Erwan n'est une fois de plus pas des nôtres ce soir pour 2 raisons, le salariat et un déménagement qui, là, il doit être, je pense, la tête dans ses cartons et Dieu sait qu'il y en a des saloperies à déménager chez lui. Oh, beaucoup de vinyle. Ouais. En plus, il s'est pris un peu tard, donc c'est con, mais personne n'est là ce week-end. Ah, putain. Pour déménager ses caisses entières de vinyle et de VHS. Peut-être qu'il va faire un peu de ménage quand même. Bon, s'il retrouve 2-3 VHS de Steven Seagal, il sera content. Oui, ouais. Voilà. Et donc, à la mise en scène de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot.
et vous coucoute. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda local pour commencer. Nous vous rappelons que la semaine prochaine, le dimanche 8, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, ce sera Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg qui donc passera dans sa glorieuse VF. Et toujours pour rester avec nos camarades du cinéma est mort, nous avons enregistré il y a une dizaine de jours lors de la braderie Alphonse Guérin, donc à Rennes, une petite émission au débeauté de Picking de DVD où nous piochions dans le bac pour deviser avec notre énorme connaissance du cinéma, donc de ci de là de tous ces films-là, avec leur intérêt. Enfin, Étienne n'était pas là, mais il y avait Antonin et leur intérimaire. Favori Jules Topoc, mais surtout un débarquement en force de la team En attendant Godard, puisqu'il y avait donc moi, le docteur Erwan, le grand timonier Erwan Floclet et Simon l'Ancien. Donc voilà, tout ça se retrouve sur le site du Cinéma est mort. Je mettrai sur la page du podcast pour 1h23 de bonheur et de propos frappés au coin du bon sens. Est-ce que la bouteille de vin blanc avait été ouverte? Alors, le cubi, mais il a été ouvert beaucoup plus tard que d'habitude, ce qui fait que nous avons beaucoup plus tenu malgré la chaleur accablante. Et oui, les enfants, nous vous rappelons que l'alcool est à consommer avec modération, mais un conseil, si vous commencez à boire à 10h30, commencez à la bière. Et oui, et comme Et ça, oui, on se fait vieux. Et oui, et comme ça, le vin blanc n'est ouvert qu'à 15h et fatalement, tout se passe mieux. Et ouais. Et oui. Donc voilà, je mettrai sur la page du podcast. Sinon, en régional, en local, ce jeudi repasse un film de Kiyoshi Kurosawa, Cure, et il y aura Kairo la semaine d'après. Ne comptez absolument pas sur moi pour aller les revoir. Je n'ai pas envie de me rechier dessus. C'est super film. C'est des films absolument merveilleux, mais des films terrifiants. Ouais. Ça m'a... J'étais pas bien du tout. C'est-à-dire que j'adore Kiyoshi Kurosawa, mais quand il fait des films d'horreur, j'évite un peu. C'est vrai qu'on a toujours parlé, on l'a toujours suivi au final. Ouais. Et puis c'est un garçon quand même assez varié dans son cinéma. Et prolixe, il a quand même fait d'autres. Il a quand même une très belle filmographie. Il est productif, et surtout que tout passe pas à Rennes, presque tout sort en France. Mais oui, ce garçon est très très productif et toujours d'une qualité assez égale par ailleurs. Oui. Donc voilà, Cure ce jeudi au cinéma Arvor. Sinon, pour les petits et pour les grands, dimanche matin à 11h dans le cadre de Cinévorax, donc ce sera Le Peuple migrateur, co-réalisé par Jacques Perrin, si vous aimez les oiseaux. Vu en salle à l'époque. Après Microcosmos, il y a eu Le Peuple migrateur, La Marche de l'Empereur, Océan, sur les fonds marins. Oui, plein de trucs. Voilà, tout ça, c'est plutôt pas mal. Je m'en souviens plus. Moi non plus, mais j'imagine que j'avais vu La Marche de l'Empereur, il me semble. Je préfère Happy Feet. Oui. Donc voilà, en local. Sinon, national, eh bien, on a beau être post-Cannes et un palmarès pas horrible. Jafar Panahi, palme assez logique, j'ai envie de dire. Et toujours des prix un peu incompréhensibles, genre des ex-aequo, palme du scénario pour les Frères Dardenne. Mais Mendoza Filho a eu deux palmes pour son film qui ne sort qu'en janvier. C'est surtout ça qu'on attend. Voilà. C'est surtout le Mendoza. Ouais. Voilà, qui sortira début janvier. Donc, et le film de Bigan. Voilà. Le film de Bigan aussi, Résurrection. Résurrection a l'air tout sympa. Et le film qui se passe là dans une teuf au Maroc, dans le désert marocain. Ça qui sort en octobre, je crois. Soit ça, on en reparlera parce que ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air bien cheul. Et bien sûr, le Richard Linklater qui malheureusement a été acheté par Netflix, comme ses précédents. Ah bon? Ouais. Nouvelle vague. Ouais. Sachant qu'il y en a un autre qui était à Berlin au début d'année et qui sort plus tard dans l'année aussi, consacré à un jazzman incarné par Ethan Hawke. Ah. Voilà. Oui, il est productif aussi, Richard. Oui. Donc voilà, mais donc film de Cannes sort demain, le dernier Wes Anderson, The Phoenician Scheme, avec Benicio del Toro et 40 000 autres acteurs qui viennent pour 4 secondes, vraisemblablement, j'imagine. Tom Hanks. Bryan Cranston. Oui. Voilà. Et puis, j'imagine Owen Wilson qui passe dans le coin, ou Luc s'il n'était pas dispo. Oui. Donc voilà, qui sort demain. Sinon, il y a un film, alors je pense que c'est du Nord, je ne sais pas si c'est Suède, Danemark, parce qu'ils ont des accents bizarres, mais qui s'appelle L'Ultime Braquage et qui a en premier rôle Reda Kateb. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Il y a eu un prix au dernier festival du Polar de Reims. Ok, oui. Donc ça a l'air assez intéressant. Sinon, il y a un film qui s'appelle Another Hand avec Gabriel Garcia Bernal et Bérénice Bejo. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ok.
Donc Kiyoshi Kurosawa sort, parce qu'il sort 2 films, Kiyoshi Kurosawa, et donc le premier qui sort, Shime ou Shim, C-H-I-M-E, qui est aussi un film d'horreur visiblement, donc qui sort demain. Donc si vous voulez faire un double programme de flippettes cette semaine de Kiyoshi Kurosawa. Autrement, il y a un film qui s'appelle Monsieur Constant, tourné à Belle-Île en Bretagne avec Jean-Claude Drouot, Cali et Daniel Evenou. Alors, non ça fait rêver. Ouais. C'est beau Cali parce qu'il a une petite filmo, mais à chaque fois tu sens que la magie, tu vois, le cirque, les valeurs. Bientôt, il pourra peut-être tourner dans un film avec Tony Gatliff d'ailleurs, qui sort un prochain film de Tony Gatliff qui se passe chez Les Gitans. C'est surprenant, avec Arthur H. Oh, ok. Oui, non, écoute, voilà. Ouais, pourquoi pas. Il a un sillon, il le creuse. Oui. Au moins, on peut pas dire qu'il n'est pas fidèle à sa ligne. C'est vrai. J'aimais bien un moment Tony Gatliff. Il a fait quelques trucs sympas. Pas tout vu, mais... Exil, c'était sympa, il me semble. Geronimo avec... Le temps des Gitans. Pas le temps des Gitans. Non, ça c'est Emir Kusturica. Le Tony Gatliff, c'est un peu notre Emir Kusturica à nous, mais en pas facho. Oui. Parce qu'Emir Kusturica, lui, il est vraiment facho. Et dis donc, autrement pour les musicologues, il y a au cinéma un concert J-Hope Tour, Hope on the Stage in Japan, live viewing. Alors, je ne sais absolument pas qui c'est, j'ai regardé, c'est un chanteur de K-pop. Donc, voilà. Ok. Ce monde m'échappe totalement. La K-pop, la J-pop, je n'y connais rien, je n'y comprends rien, je n'y entends rien. Ça marche encore ? Visiblement, oui, ça marche toujours. Faut aller demander à des jeunes, mais... les jeunes, ils écoutent plus ça, si, Blackpink, tout ça, ça marche encore. Ok. La nièce d'Antioche écoute ça, je ne sais pas. Ok. Mais donc, visiblement, la K-pop, ça marche toujours. Donc voilà, il y a ça au cinéma cette semaine. Et nous parlerons de totalement autre chose la semaine prochaine. Nous allons passer à la section critique de cette émission. On va essayer d'y comprendre quelque chose, même si, quand même, quelle intimité. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur.
attendant Godard sur Syllab, et donc entendre ça sur le service public. Quelle indignité, monsieur Fleuret, quelle indignité. Donc c'était Nicolas Sarkozy pendant le débat des primaires de la droite en 2012 face à Alain Juppé et François Fillon, suivi de Fred Addison et son orchestre avec Inch'Allah. Donc chanson qui correspond bien à toute cette petite ambiance. Donc groupe du nord de la vague orientalisante en France dans les années 60 à peu près. Il y a eu une vague de chanteurs et d'orchestres français qui se sont inspirés des musiques du Maghreb au sens large, et du Maghreb il va en être question, et il en est question donc dans Personne n'y comprend rien, réalisé par Yannick Cargoat et qui est sorti au mois de janvier en France, le jour de l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy pour les soupçons de financement de sa campagne par le régime libyen pour la campagne présidentielle de 2007 qu'il avait remportée au mois de mai, rappelons-le. Et donc le jugement n'est pas encore rendu, ça sera en septembre si je ne m'abuse. Donc pour l'instant, tous les accusés sont présumés innocents. Comme le film l'indique. Comme le film l'indique, effectivement. Et qui en fait prend comme base les 15 ans d'enquête qu'ont mené pour Mediapart les deux journalistes Fabrice Arfi, la terreur de la République, et Karl Lasque, consacré à cette affaire touffue qui est un véritable polar comme seuls les Français savent le faire. Thierry de Péritier, on aurait pu en faire un excellent film. Des histoires de magouilles de mecs en costard dans des bureaux qui font des trucs louches avec des pays étrangers et anciennement ennemis quand même. Puisque donc je vais essayer de... Officiellement ennemis. Officiellement ennemis. Enfin... Ça dépend des moments, parce que clairement en 2007 non, mais donc officieusement. Officieusement. Donc rappelons qu'en fait le régime de Kadhafi, donc sur la Libye, qui a duré 35-40 ans, enfin extrêmement longtemps, donc il a été vu à ses débuts comme un peu le nouvel espoir du continent africain, un homme fort qui allait créer justement une cohésion entre différents pays d'Afrique suite aux vagues de décolonisation. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça pour des raisons extrêmement complexes, mais en tout cas qui fait qu'il a été le nouvel ennemi de l'Occident. Bon, après, on le sait un peu. Il a nationalisé les entreprises, il a viré les bases américaines et anglaises. Bon. Donc du coup, forcément, on ne fait pas des copains. On s'en fait un ennemi. Et puis surtout, oui, voilà, il se voulait l'initiateur d'un certain panafricanisme, de manière un petit peu non alignée dans l'héritage de Nasser, si on prend ça avait été l'Égypte raconté voisine. Dans plusieurs documentaires de Adam Curtis, notamment dans Can't Get You Out of My Head et dans Hyper-Normalisation, je crois, où il fait justement une très bonne synthèse de la personnalité de Kadhafi et de son rapport avec l'Occident de manière générale. Et donc il y a eu toute une vague terroriste initiée par le régime libyen dans différents pays d'Europe dans les décennies qui ont suivi. Donc la Libye était officiellement labellisée comme État ennemi et État terroriste. Donc les choses se sont un peu calmées après le 11 septembre 2001, une légère ouverture au monde de la Libye et surtout la fin des attentats sur des sols étrangers. Mais Kadhafi était toujours considéré comme un paria parce que quand même le dictateur, ce qui en général n'empêche jamais vraiment de faire du business, hein, mais faut non, juste surtout, surtout avec l'État français. Non, voilà, mais il faut que ce soit un dictateur copain. Mais donc, en 2004, Nicolas Sarkozy est ministre du budget du deuxième mandat de Jacques Chirac. Et à la fin de l'année 2004, il passe ministre de l'Intérieur. Hein, donc c'est là qu'il nous sort ces petites saillies comme passer les banlieues au Karcher et tout ce genre d'autres saloperies dont l'ancien président était coutumier. Et donc, au moment où il est ministre de l'Intérieur, il y a déjà des velléités pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu 3 ans plus tard, donc en 2007, et a priori, il y aurait plusieurs émissaires de Sarkozy qui seraient allés rencontrer donc Mouammar Kadhafi donc en Libye pour établir un contact avec lui via notamment un intermédiaire fameux dont on entend beaucoup le nom depuis quelques années et qui a lui-même trempé dans plusieurs autres affaires louches, donc Ziad Takieddine, qui est libanais, voilà, si je ne m'abuse, et qui donc va faire un peu l'entremetteur entre les équipes de Kadhafi et les équipes de Sarko, et notamment les deux hommes les plus proches du pouvoir Sarkozy, que sont
Claude Guéant, qui sera son chef de cabinet, qui était son chef de cabinet. Chef de cabinet, oui. Et donc, qui va devenir ministre de l'Intérieur. Voilà, et donc Henri Guénaud, qui était, je crois, après. Non, Brice Hortefeux. Oui, Brice Hortefeux. Oui, il y a probablement Henri Guénaud aussi dans l'affaire qui traîne, mais oui, les deux, donc c'était Guéant et Brice Hortefeux, qui deviendra ministre de l'intégration nationale et de l'identité nationale. Ouais, et puis il a été ministre des collectivités. Voilà, bref. Comme ça. Donc les noms des ministères évoluent aussi. Oui, c'est qui change à chaque mandat. Bref, deux purs Sarko-boys donc, qui vont faire l'intermédiaire pour notamment que Sarko puisse financer sa campagne avec des fonds occultes, parce que autant chaque parti politique a une caisse noire, autant Sarko en 2007 voyait vraiment les choses en grand, entre guillemets, des meetings à l'américaine, donc c'est-à-dire avec des salles immenses, des gros dispositifs de lumière, des vedettes invitées qui viennent faire le show. Un show, c'était un show politique. Ouais. Exactement, c'était ça. Et donc, ce qui a clairement aidé à son élection donc en 2007. Rappelons que Sarko est quand même aussi mêlé à d'autres affaires financières pour le financement de sa campagne de 2007, mais aussi pour celle de 2012. Il y a eu l'affaire Éric Woerth et Liliane Bettencourt, il y a l'affaire Big Malion, tout ce genre de montage financier complexe. Mais là, en l'occurrence, ça se concentre sur la campagne de 2007 et sur ses liens donc, avec le régime libyen. Et donc le film retrace le début, le milieu et les suites de cette affaire. Donc même après la chute de Kadhafi en 2010, 11, je ne sais plus, dans ces eaux-là, en tout cas peu de temps après. Même si un certain prétendu philosophe français pourrait prétendre que c'est lui qui a fait abattre le régime de Kadhafi, donc Bernard-Henri Lévy. En tout cas, il est sur la photo. Oui, et qui, je le rappelle, a sorti peu de temps après un documentaire à sa propre gloire, Le Serment de Tobrouk, qui est quand même un documentaire hallucinant où clairement Bernard-Henri... 2011, donc, Bernard-Henri, c'est lui tout seul avec ses petits poings, son brushing et sa belle chemise blanche qui est allé dire aux Libyens, franchement les gars, il faudra peut-être faire une révolution parce que ce mec-là, il est pas cool. Et là, dans le film, BHL fait dire à un émissaire libyen, vous êtes comme Voltaire. Et là, du coup, baf, révolution. Et puis BHL, il dit, c'est pas moi, c'est vous. Mais donc, bref, malheureusement, ce n'est pas évoqué dans le film, mais ça fait une bonne suite. Vrai. Donc, au documentaire de Kargoat qui est vraiment conçu comme une véritable enquête, comme un véritable polar où il y a donc à la fois beaucoup d'images d'archives, des images de JT, une remise en contexte et quelques interviews au présent, donc avec les deux qui ont mené l'enquête, donc Arfi et puis Lasqueux, mais aussi quelques hommes clés comme le procureur Molins qu'on a entendu en pré-générique de cette émission, qui remet justement un petit peu les choses à plat, même si les autres personnes parties prenantes dans ce procès, notamment donc Sarko et puis ses boys, et ont évidemment refusé de répondre ce qui s'entend à Kargoat. Voilà, ce qui s'entend, mais ce qui est quand même je trouve un peu petit bras de la part de ces mecs-là qui justement aiment bien montrer leurs points. Alors Thibaut, oui, alors qu'est-ce que tu as compris? Le film, on comprend tout au final. Alors bien entendu, si on est lecteur ou lectrice de Mediapart, ou si on regarde un tout petit peu la télé, si on regarde la télé, pas trop. Hein. Pas trop, mais si on la regarde un petit peu... Parce que justement, on va revenir là-dessus sur le traitement médiatique. Sauf peut-être CNews, mais disons que la figure de Fabrice Arfi, plus que Karl Lasqueux d'ailleurs, la figure de Fabrice Arfi est une espèce de tête de gondole du journalisme d'investigation française. Il y a cette blague récurrente. À chaque fois qu'il sort une affaire, les mecs répliquent et là, Arfi redéboule derrière. Oui, ça c'est la technique Mediapart. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut encore se faire avoir. Oui. Quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois. Oui, mais bon. Sur Betaram, on s'est fait avoir là-dessus. Enfin, bref, oui, mais je ne sais pas comment on peut se faire avoir encore en 2024-2025. Là, Bayrou, il dit c'est parce qu'il a été hacké par des Russes. Ah oui, ça c'est le nouveau truc. Macron, la gifle de Brigitte Macron, c'était pareil, c'était les Russes. Mais moi, mon chien a mangé mon devoir, c'est terrible. Oui. Mais donc du coup... C'est bien entendu, c'est une histoire en fait qui est une espèce de fil rouge de l'actualité politico-judiciaire française. Depuis 15 ans quand même. Hein. Depuis 15 ans. Et Fabrice Arfi a souvent été interviewé à ce propos, des interviews qui sont facilement trouvables. D'ailleurs, que ce soit sur la page YouTube de Mediapart, ou alors il a été invité dans d'autres émissions. Mais en tout cas, c'est quelque chose
dont on ne peut ignorer l'existence. Voilà, Sarko-Kadhafi, c'est vraiment... Même si... en gros, c'est l'espèce de Tintin et Milou. Hein, même si Sarko de la politique française. Et ses copains à TF1, à BFM, essayent constamment de rabaisser l'affaire en disant que c'est rien, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Alors que ça concerne quand même un ancien président de la République. C'est assez vertigineux. Et le film, du coup, je trouve, le film est vertigineux et finalement pas complexe du tout, parce que tout est très bien contextualisé, tout est très bien explicité. Les archives, il y a même les archives télévisuelles, les archives, leurs propres archives à Mediapart, parce qu'il y a des documents qui sont récupérés et qui sont montrés littéralement à l'écran. Hein. Des milliers de pages de montage financier, des pages, d'accords, des contrats. Des lettres, des contrats, des autorisations en bonne et due forme. Tout est là, ce qui fait qu'en fait personne n'y comprend rien, mais aussi au final tout le monde va à la vision de ce film. En fait, tout le monde va comprendre l'affaire. Personne n'y comprend rien parce que tout était volontairement laissé dans le flou, justement par les différents contre-feux médiatiques qui ont été allumés. Sachant que personne n'y comprend rien, et là le film, le titre est explicité dans le film dès le début du film. En fait, c'est Sarkozy qui, au cours d'un entretien, dit blablabli, blablabla, et au final personne n'y comprend. Personne n'y comprend rien. Mais en fait, Monsieur Pujadas. Parce que Fabrice Arfi en parle beaucoup, j'ai envie de te dire, constamment, et au fur et à mesure de son enquête, il avait de plus en plus d'éléments à la décharge de Sarkozy, et en fait, Arfi, il expliquait ça très très bien, parce que Fabrice Arfi, en plus d'être, comme je le disais au début, la tête de gondole du journalisme d'investigation en France, est une personne qui passe très bien à la télé, il est extrêmement à l'aise, il a une très bonne rhétorique. Il ne bafouille pas, et surtout, il est sûr de lui. Il est sûr de son coup, il est sûr de son enquête. Ça bosse, quoi. Ça bosse dur. Du coup, voilà. Le film reprend un petit peu ça. Et le film est très intéressant. Alors, il est intéressant politiquement, il est intéressant judiciairement, bien entendu, mais je trouve qu'il est intéressant aussi formellement. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce film-là. Alors, il y a deux choses nouvelles. Il y a premier point, je vais en dire, c'est le dispositif de l'entretien. Et deuxième point, c'est un peu le traitement du médium, en fait, du médium cinéma. Et il y a d'autres exemples qui me viennent en tête que je citerai tout à l'heure. Mais par rapport à la démarche de l'entretien, on le sait tous. Parce que vas-y. Yannick Cargoët, c'est lui qui avait réalisé il y a 15 ans Les Nouveaux Chiens de Garde avec film Gilles absolument Balbast. Stupéfiant également. Et en 2022, La Très Grande Évasion sur justement l'évasion fiscale qu'il avait coécrit avec Denis Robert. Donc, à propos de l'entretien, on le sait tous, l'entretien, c'est une des matrices du cinéma documentaire. Et ce qu'il faut, en fait, pour conduire un bon entretien, c'est une relation de confiance. On a parlé de confiance quand on avait évoqué Festa Major, qui est un tout autre documentaire, mais il y a ce lien de confiance qui est, le B.A.-ba, en gros, du cinéma documentaire. Parce que beaucoup travaillé Raymond Depardon, par exemple. Oui, par exemple. Et ici, ce qui m'interpelle, c'est que en fait, cet entretien, tu sens que le réalisateur en fait n'a pas posé de questions à Fabrice Arfi et Karl Lasque. Tu sens que il relance, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas de ça. En fait, le dispositif d'entretien est mis à mal et il est même quasiment torpillé dans le film. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Fabrice Arfi et Karl Lasque ont participé à l'écriture du scénario du film. Ce qui fait qu'en fait, eux, ils savent ce qu'ils vont raconter. Bien entendu, ils l'ont documenté, ils l'ont écrit pendant 15 ans. Fabrice Arfi l'a dit et redit sur les plateaux. Donc en fait, il connaît son histoire. Mais ils ont la synthèse aussi. Alors, il en fait bien entendu la synthèse. Mais tu sens que voilà, ça s'est peut-être fait à l'écriture. Je vais parler de ça et je vais parler de ça. Quoique, moi, j'ai envie de te dire, vu que le titre du film c'est Personne n'y comprend rien, je pense qu'ils voulaient justement que tout le monde comprenne tout. Un côté très pédagogique presque. Donc en fait, je pense qu'ils ont occulté aucune donnée par rapport à cette affaire. Mais non, parce que justement, sinon le danger, le risque, ça serait d'être
peut-être malhonnête. Pris en défaut et du pris coup en défaut. d'avoir Et je pense justement que des plaintes derrière. On ne prend pas Fabrice Arfi en défaut. Clair et net. Du coup, il y a un dispositif en termes de réalisation. Il y a un dispositif d'entretien, une chaise, une personne assise, une caméra avec un réalisateur derrière, un preneur de son. Mais sauf que là, il n'y a pas de questions. Et on sent qu'il n'y a pas eu de questions qui ont pu être coupées. Un flux. Il n'y a pas de flux. En fait, le flux, c'est une histoire. Et c'est un conteur. Fabrice Arfi et Karl Lasque sont des conteurs. Ils nous racontent une histoire. Il n'y a pas de démarche d'entretien. Il y a une démarche. C'est le Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Fabrice Arfi et Karl Lasque, racontez-nous une histoire, s'il vous plaît. Racontez-nous une histoire de ce qu'est la politique française dans les années 2000. Et je trouve que c'est ce dynamitage... La nouvelle droite française avec les sarkoboys, on va dire, la droite sarkozyste, de la politique française. Où les mecs, ils avaient vraiment des pures dégaines de mafieux et des comportements de mafieux, visiblement. Et en termes de dispositifs cinématographiques, je trouve ça en fait hallucinant parce que je trouve que ça donne quelque chose finalement de rafraîchissant en fait dans le cinéma documentaire. Parce que si on regarde par exemple le film culte en fait du réalisateur de Yannick Kergoat, donc Les Nouveaux Chiens de Garde, là tu sentais qu'il interpellait tu le pressentais qu'il interpellait les gens. Il y avait beaucoup plus d'émotions aussi dans Les Nouveaux Chiens de Garde. Moi, je me souviens de mémoire, je me souviens d'un ancien militant communiste où il avait les larmes à l'œil quand il pleurait. Donc, tu vois, il y a vraiment une démarche empathique, humaniste. Et ici, c'est frontal, pur et dur. Les Nouveaux Chiens de Garde, t'avais plus, je pense, c'était l'école Pierre Carl, si tu veux. Ah, tout à fait. C'est ça. Ici, non, on est sur quelque chose de très frontal. Peut-être de trop didactique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça participe de la pédagogie du film et je trouve qu'au final, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, il y a ça. Et le deuxième point qui me fait réfléchir et pourquoi le film peut faire date au-delà de l'aspect judiciaire, c'est la question du médium. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une enquête papier disponible sur le site de Mediapart. Alors, l'enquête dure au long cours, il y a des papiers... dans tous les sens. Et je trouve qu'il y a des bouquins aussi, je crois. Mais en fait, je trouve que... et on a vu ça... Je vais faire un parallèle avec les algues vertes. Avec l'enquête qui s'est passée sur les algues vertes. Avec Inès Léraud, qui avait commencé comme un reportage... sur Splan, me semble. Non, sur France Culture. France Q, oui. Sur France Q, et après, c'est parti sur Splan, et ils en ont tiré une BD. Et après, il y a le film de Pierre Jolivet. Ouais. Je trouve que cette démarche de transversalité du médium fait que l'enquête est accessible absolument à tout le monde. Tu n'as pas envie de lire un papier où tu n'es pas abonné à Mediapart. Tu demandes un peu qu'un abonnement. Déjà. Ou alors, si tu es honnête, tu regardes le film de Fabrice Arfi. Mais comme en fait les algues vertes, tu n'as pas envie de lire l'enquête. Tu n'es pas spécialement un cinéphile, tu n'as pas envie de voir le film de Pierre Jolivet. Il y a la BD qui existe. Ou tu n'aimes pas la BD. Du coup, tu peux toujours aller piocher un médium qui, toi, en tant que spectateur, lecteur ou citoyen, j'ai envie de dire pas engagé, mais conscient de son époque. Concerné, voilà. Ou tout citoyen concerné c'est le truc, peut absorber. De toute façon, tu es obligé de passer par du transmédium si tu veux toucher le maximum, parce que de toute façon tu sais que le contre-feu sera beaucoup plus puissant que ce que toi tu peux balancer, parce qu'ils ont accès aux médias traditionnels, aux grands titres de presse, ou comme on le voit dans le doc, les liens de Sarko avec Lagardère, avec Bouygues, qui de toute façon Bouygues c'est le parrain de son fils, je crois. Ouais. Lagardère, c'était le meilleur pote de son père. Le gosse, c'est pareil. Ils sont copains. Donc, de toute façon, comme c'est des patrons de chaîne, Lagardère, à l'époque, il était patron de BFM et Bouygues, donc c'était TF1. De toute façon, tu sais qu'ils avaient des liens là-dedans pour aller où ils veulent, avec Fogiel. Au final, ils utilisent l'arme politique, parce que si tu prends Sarkozy, donc il y a ses meetings, il y a ses déclarations en tant qu'homme public, j'ai envie de te dire, il y a ses entretiens à la télé, il y a ses bouquins que personne ne lit, mais en fait ils sont quand même là. Eux, ils sont transmédium. Pourquoi en fait le journalisme ne pourrait pas être lui aussi transmédium, et le journalisme d'investigation vraiment au sens
au sens quasi, pas cosmique, mais au sens... Bob Woodward, quoi. Ouais, au sens littéral du terme. Voilà, on est à ce niveau-là. Et je trouve que cette multiplication du médium permet de beaucoup mieux informer le public. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. Mais de la part de Kergoat, pas d'avoir initié le projet, mais de s'accrocher à ce projet-là, d'Arfi et de Lasqueux, de permettre à ceux qui n'ont pas... Moi, j'ai pas tout lu, par exemple, sur l'affaire, parce que c'est immense. Et des fois, t'es perdu. Moi, je trouve que là, la démarche est suffisamment pédagogue, claire, précise, pour nous accrocher en tant que spectateurs et spectatrices. Je trouve ça, c'est absolument formidable. C'est d'autant plus effarant, en plus, quand tu comprends. Ouais, parce qu'effectivement, tout ce qui est raconté entre les magouilles pour avoir la maille de Kadhafi, et après, comment est-ce que justement Sarko essaye de se dépatouiller de tout ça, justement, en faisant de la Libye un nouvel ennemi. Alors que moi je me rappelle très bien, c'était en 2007, quand Kadhafi avait installé ses tentes dans les jardins de l'Élysée. C'était les meilleurs copains du monde. Il y avait déjà un backlash énorme en disant que genre t'accueilles vraiment un tortionnaire dans le palais de la République. 6 jours au lieu de 3. Voilà, la visite officielle, c'est pas 6 jours. Après, il se fait un petit kiff à Versailles. Et donc après, c'est justement comment est-ce que on essaye de se débarrasser de ce bâton merdeux qui commence à lui coller au doigt. Il fait, écoutez, les vieux trucs sont les meilleurs trucs, on va faire une petite guerre. Hein. Et après, tu apprends des choses. Alors, on va pas non plus rentrer dans le détail de l'enquête, parce qu'en fait, le film est suffisamment clair. Ou alors, les papiers, il y a ceux qui peuvent lire les papiers également. Mais il faut voir quand même le degré d'indignité de la part de Sarko et de ses boys pour passer outre la justice, mais bon, ça j'ai envie de te dire, et la loi, les menaces, les procès, j'ai envie de te dire ça, bon, c'est pareil, mais surtout passer au travers de la diplomatie française, faire ça, mais même pas en douce, et puis là c'est même pas des caisses noires, c'est littéralement c'est une armoire. Apparemment c'est 50 millions d'euros. C'est 50 millions d'euros, mais il y a des... Ça fait quand même beaucoup d'argent. Hein. Ça fait beaucoup d'argent, même tu vois, tout le monde était a priori, n'importe quelle personne à la fin était payée en liasse de 50, enfin c'est absolument... C'est-à-dire, moi ce qui m'a le plus choqué au final, c'est même pas la corruption, c'est de... Parce que en plus tu sais... On connaît tous, on n'est pas non plus... je veux dire, on est en France, hein, on sait, un Tibéri a cassé sa pipe il n'y a pas longtemps. Bon, aujourd'hui. Voilà, donc... On connaît, mais c'est aller au-delà de toute une stratégie diplomatique, des relations internationales, et de s'en taper royal. C'est délirant. À chaque fois, c'est le truc. Tu sais que de toute façon, que c'est globalement des sacrées pourritures. On te le montre et tu dis, bah oui, on le sait, mais c'est encore pire de voir la démonstration. Après, Surtout quand tu rentres dans des systèmes de flux financiers mêlés avec des considérations géopolitiques, où clairement, de toute façon, l'ordre et la morale ne sont que des concepts et pas des principes. Oui. Après, bon, là, on rentre vraiment... on rentre un petit peu dans l'interprétation de l'enquête, et nous, ce que ça nous fait en tant que citoyens... En tant que citoyen simplement, déjà. Concernés ou pas, ou moyennement concernés, mais quand je disais qu'on sait que l'État français est un État magouilleur, il y a l'utilisation des archives qui est également un point à noter, parce que le dispositif d'entretien est montré frontalement. Pardon. On est vraiment face caméra, les personnes interviewées arrivent, elles s'assiedent sur une chaise et puis elles causent, elles parlent. Mais il y a l'utilisation des archives. Il y en a qui sont montrés frontalement, certains documents, et puis il y en a d'autres qui sont incrustés dans une espèce de fondu enchaîné, ou du moins en surimpression, au creux de portes ou de fenêtres. Et je trouve ça ça m'a fait penser à une certaine tradition du cinéma français. J'ai pensé au Président, le film qui était sorti chez la Gaumont avec Jean Gabin. Ouais, le film de Verneuil. De Verneuil. J'ai pensé au Président et j'ai pensé à Quai d'Orsay. Le film de Tavernier. Adapté d'une bande dessinée également. De Blin, ouais. De l'importance de la porte dans les bâtiments d'État français. Et en fait... Dans les bâtiments officiels. Les bâtiments officiels. Ces portes qui se ferment, qui se referment. Qui claquent. Qui sont des endroits, des espèces de cloaques... c'est les alcôves de la République. Exactement, les alcôves de la République. Et je trouve qu'en fait, d'insérer
en termes de mise en scène, c'est cool ça. D'insérer en fait ces archives dans les fenêtres ou au creux des portes, je trouve que ça participe d'une certaine tradition du cinéma français. On a cité que 2 films. Ou d'un imaginaire, on va dire. Mais je trouve que le geste cinématographique à ce niveau-là... niveau-là... des légendes aussi, t'as ça, c'est pareil. Tout voilà. Et je trouve que le geste cinématographique là est assez puissant au final, parce que je trouve qu'il fait sens, en fait, de voir ces personnes-là en train de négocier du grand n'importe quoi derrière les rideaux ou dans ces fameuses alcôves de la République. Et je trouve que le documentaire, du coup, le montre très très bien, au-delà de ce qui est raconté, j'ai envie de dire, textuellement. Exactement. Et sinon, la forme est passionnante. En fait, au final, la forme est absolument passionnante. Et pour finir, justement, pour la suite de Kadhafi, il y avait un autre documentaire qui était passé sur Arte il y a 4 ans, je crois, de Mischa Wessel et Thomas Blum, qui s'appelle Les milliards de Kadhafi, parce que donc, quand le dictateur est mort, en fait, il avait quand même énormément d'argent, mais des milliards de thunes, en fait, qui ont disparu. Et en fait, c'est essayer de retracer où part cet argent, dans quelle poche, dans quel pays, par quel intermédiaire. Pareil, monté comme un polar, mais là plus comme un film d'espionnage finalement. Donc le film aussi, où sont passés les milliards de Kadhafi, est passionnant pour compléter. Donc Personne n'y comprend rien de Yannick Kergouat, sorti en début d'année et bientôt en vidéo à la demande. Donc Personne n'y comprend rien, mais pour nous peut-être est-ce une mission impossible. Excusez-moi, Monsieur Hunt. Souhaitez-vous regarder un film ? Non, merci. Nous savons qu'en Amérique, la mort lente est un passe-temps qui peut revenir très cher. Alors, je crois qu'on devrait s'en aller tranquillement d'ici et prendre un avion. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. Kittredge, vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Très bien, Hunt. Ma patience a des limites. Vous avez soudoyé, suborné et tué, et vous l'avez fait en abusant de la loyauté de vos équipiers. Vous voulez faire un pacte avec le diable, ça ne me gêne pas, pourvu que ça se passe au fond de l'enfer. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était... Mission Accomplished, composé par Lalo Schifrin, donc pour la série Mission Impossible, entouré par 2 extraits donc, de Mission Impossible, le film de Brian De Palma en 1996. Toujours le meilleur de la série, alors que vient de sortir donc le dernier Mission Impossible The Final Reckoning, toujours réalisé par Christopher McQuarrie, comme depuis le 5e épisode de Rogue Nation. Vous savez, dans cette émission, beaucoup de membres donc, de la rédaction ont un certain amour, voire une passion, en tout cas un intérêt décuplé et toujours immense donc pour Tom Cruise, hein, parce qu'on l'appelle Tom entre nous, bien évidemment, qui est un peu le dernier héros de Hollywood. Même lui d'ailleurs le croit, il n'arrête pas de le répéter qu'il est là pour sauver donc le cinéma, sauver l'expérience cinéma en salle notamment. Et donc Tom avait initié cette saga avec son agente devenue sa collègue dans sa boîte de production, donc Paula Wagner, en adaptant la série de Bruce Geller en 1996, qui avait été confiée donc à Brian De Palma, qui avait fait un film d'une merveille d'intelligence et d'écriture avec David Koepp, qui reste toujours, j'ai revu il n'y a pas si longtemps, à la fois un très grand film de Brian De Palma, ce qui est déjà énorme, un très grand film d'espionnage et une adaptation incroyablement intelligente donc d'une série télé. Film qui a définitivement starifié Tom Cruise comme immense vedette du box-office, sur laquelle il est revenu de manière assez régulière. Mission Impossible 2 en 2002 était déjà un peu un symptôme de on va dire, l'hybris de Tom Cruise, parce que on le sait, on l'a souvent répété ici à chaque film de Tom Cruise. Chaque film de Tom Cruise est un film sur l'être Tom Cruise, justement, qui est à chaque fois presque un documentaire sur l'être Tom Cruise au moment où il fait le film. Et donc, plus que peut-être tout autre film, la saga Mission Impossible est vraiment le marqueur de cette évolution. Donc, 2002, le John Woo, c'est vraiment Tom Cruise au top de sa mégalomanie. Et Limp Bizkit à la BO. Et Limp Bizkit et Metallica à la BO. Mission Impossible 3, il veut se donner une nouvelle image d'homme apaisé, d'homme marié, donc avec Katie Holmes, donc Ethan Hunt, et marié dans le film. Tout ça, c'est plus une histoire familiale.
Tom Cruise, de toute façon, commence à péter les plombs, il casse les couilles à tout le monde, il se sépare avec la Paramount, avec Paula Wagner, sa carrière commence un peu à partir en sucette, il se tape quand même quelques petits beats d'affilée et sa street cred de box-office est mis à mal. Et donc Tom revient en 2011 avec Ghost Protocol, donc Impossible 4 par Brad Bird, qui va définitivement le réinstaller comme patron du blockbuster. Énorme film. Pour le deuxième meilleur film de la saga. Mais malgré ces quelques petits insuccès au box-office qui vont suivre, même si les films n'étaient pas forcément inintéressants comme A Night and Day ou Oblivion par exemple, c'est clairement les Missions Impossibles en fait qui sont au cheval de bataille, et il va pas exclusivement mais énormément s'investir donc dans cette saga en la transformant plus que tout autre comme un véhicule à sa gloire, surtout après le quatrième opus, où il va aussi à la fois survendre les films en eux-mêmes comme étant des expériences de cinéma, mais il va aussi survendre la production et la fabrication même des films, où va constamment être mis en avant, comme Tom Cruise n'arrête pas de le répéter depuis 20 ans, qu'il fait ses propres cascades, qu'il est dans la lignée de Jean-Paul Belmondo et de Jackie Chan par exemple. Donc voilà, un vrai performeur, même si c'est clairement vendu comme ça dans toutes les featurettes, dans tous les making-of, dans toutes les bandes annonces, même c'est clairement que c'est du bullshit, qu'il y a 12 milliards de cascadeurs qui bossent sur les films, que c'est bourré d'effets numériques dans tous les sens, mais c'est maintenant la méthode qu'il va appliquer, y compris pour Top Gun Maverick, en disant que ouais, tout a été fait en vrai, tout a été fait en réel, alors que strictement tous les plans sont truqués. Et tu regardes juste le générique, t'as genre une liste incommensurable de mecs qui bossent sur les effets spéciaux, mais ils sont invisibilisés par le système crew justement qui se recentre uniquement sur lui, parce que son hubris reprend le dessus, et Tom là donc dans ce dernier opus a quand même 62 balais, il les porte très bien, bien évidemment, là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc comme depuis l'OPA que Christopher McQuarrie a opéré sur la saga avec Rogue One donc en 2015, qui était plutôt un bon épisode, mais un vrai truc de scénariste. Là, en fait, il a vraiment trouvé son homme de confiance pour continuer la saga et mener ses propres obsessions. Là, donc, The Final Reckoning est la suite directe de l'épisode précédent, The Dead Reckoning. Et en fait, ils pâtissent ces films-là, les deux, parce qu'ils sont vraiment assez jumeaux, clairement, parce qu'il y avait déjà les mêmes problèmes dans le 6, Fallout, où en fait ils sont pris entre plusieurs feux. Il y a l'évité de Tom Cruise de délivrer un véritable spectacle hyper spectaculaire dans les cascades, dans les scènes d'action, mais en même temps la volonté de mêler ça à un nœud dramatique qui serait plus important, qui serait plus complexe et aussi beaucoup plus spectaculaire, parce que contrairement à certains épisodes précédents, il ne s'agit pas de retrouver une liste d'agents, de trouver un gaz mortel. Là, c'est littéralement de sauver le monde. Et de toute façon, il le répète, qui peut sauver le monde? La seule personne qui peut le faire, c'est Tom Cruise. C'est son destin. Il est là, il est tout seul. Il est là pour sauver l'humanité, comme si on n'avait pas compris que Tom, il était vraiment trop fort. Ce qui pose quand même plusieurs soucis dans tous les derniers films de Mission Impossible. À la fois parce qu'on oublie la question de l'équipe, ce que Brad Bird avait su faire de manière très intelligente dans le protocole fantôme. Justement, il y avait une véritable équipe qui était créée, ce qui manquait un peu au précédent, même si c'était fait de ci, de là. Il y a toujours Ving Rhames qui traîne. Qui est le seul qui joue dans tous les films, à part Tom Cruise, bien évidemment. Et donc, il y a ce manque d'équipe, en fait, qui vit, où tous les personnages sont juste des fonctions pour faire resplendir Tom, justement, parce qu'il est trop fort, parce qu'il fait les cascades, parce qu'il fait les machins. Mais aussi des surcomplexifications narratives, où là, clairement, on voit un peu l'influence de Christopher Nolan, ou bien de ce genre de choses. On va faire des ramifications, 15 000 dialogues. Et aussi, en fait, l'autre grosse saga d'espionnage spectaculaire, qui sont les 007. Les deux sagas s'étant constamment influencées l'une l'autre, notamment dans les dernières années, avec le run de Craig dans le rôle de 007. Et je trouve que les Missions Impossibles, depuis l'épisode 5, pâtissent en fait des mêmes problèmes que le run de 007 de Craig, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai la dent un peu moins dure qu'à une certaine époque, mais je trouve que ça pâtit toujours des mêmes scories, où en fait, au fur et à mesure des films de Craig, il y avait cette volonté de faire quelque chose
feuilletonnant où en fait, à partir de son 3e épisode, il récupère les droits du Spectre. Donc finalement, tout est la faute du Spectre, tout est lié, tous les méchants qu'on a vus dans les films précédents, c'est ça. Et chaque point de détail à la con qui n'était pas du tout pensé. Et finalement, c'est hyper cohérent avec ce qui se passe à la fin de l'épisode 5. Et là, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que le méchant du 3, Philip Seymour Hoffman, en fait, ça a un lien avec le méchant du 6 et du 7 et du 8. On ramène des personnages des films précédents. L'analyste de la CIA dans le premier Mission Impossible, celui en gros qui est chargé de rentrer dans la salle pour aller faire les codes, et bah, il y a une petite phrase où on dit il va être muté au fin fond de l'Alaska. Et bien on le retrouve au fin fond de l'Alaska justement, et dire que ah là là, mais j'ai été viré, mais bon, finalement grâce à vous j'ai rencontré ma femme et j'ai jamais été aussi heureux que maintenant, parce que merci Tom Cruise en fait de faire des conneries et de refaire ça. Donc il y a des répétitions, des reprises, des motifs qui alourdissent totalement l'intrigue. Et d'autant qu'en plus, la charpente des Missions Impossibles est la même depuis le Brian De Palma. C'est-à-dire que ce qu'avait fait Brian De Palma dans le film avec ses scénaristes, c'est de faire en sorte que Ethan Hunt devienne un paria, quoi, un marginal. Il est désavoué, disavowed. Et après, ils ont fait ça à part dans le 2, ils ont fait ça dans tous les Missions Impossibles. C'est-à-dire que ce mec fait tellement de conneries qu'il n'arrête pas d'être désavoué par sa hiérarchie, mais comme il est trop fort à chaque fois, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison contre l'État, contre tous les autres services, contre les autres pays, parce que Tom Cruise, il est trop fort, et ça revient de manière systématique. Donc clairement, au bout d'un moment, la surprise n'est plus du tout là. Donc si on n'a plus le fil narratif, si on n'a plus la joie de l'exploration, normalement il reste une chose, qui sont les cascades dont Tom Cruise se fait le parangon maintenant. Et même dans ce film-là et dans le précédent, c'est vachement décevant. À la fois, il y a des idées qui sont intéressantes, qui sont plutôt pas trop mal exécutées, notamment dans celui-là, une scène d'infiltration dans un sous-marin qui est tout au fond des flots, ce qui permet à Tom d'aller nager, et surtout de se mettre en slip, parce qu'il y a quand même beaucoup de Tom Cruise en slip dans le film. À un moment donné, il se bat même quasiment avec un sous-marin en slip. Enfin, c'est Tom qui est en slip, c'est pas le sous-marin, mais donc voilà, pour Tom aussi montrer qu'il est en forme. Donc il y a plutôt des choses qui sont bien faites, et après ça repart sur les choses plus triviales, qui sont beaucoup moins intéressantes, qui sont beaucoup plus lourdes, tout un discours sur l'intelligence artificielle qui est le véritable méchant, mais qui a finalement un plan à la con, parce qu'on l'oublie au bout d'une heure, d'autant que toute la première heure, ils passent leur temps à te rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, qui est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ce qui fait que c'est extrêmement laborieux. Le film fait 2h49 quand même. C'est 1 heure de trop. C'est vraiment laborieux. C'est extrêmement mal raconté, ce qui est assez étonnant pour Christopher McQuarrie, qui est quand même plutôt un bon scénariste donc à la base. Mais là, ça se traîne en longueur. On oublie tout, juste pour se ramener sur Tom. Alors que Tom, en tant que tel, il est intéressant, mais il est intéressant aussi dans ses interaction avec les autres. C'est ça qui normalement donne l'intérêt de Tom et de son cinéma. C'est ce qu'il fait lui avec les autres de sa propre figure. On sait que Tom a ce problème depuis longtemps, du fait qu'il n'accepte pas son âge, qu'il a 62 ans, et qu'au bout d'un moment, il faudra bien qu'il fasse son impitoyable comme Clint, qu'il assume qu'il est yeuve, qu'il assume qu'il est fatigué et qu'il ne peut plus faire des cabrioles comme ça. Et c'est pas en voulant tout ramener à quelque chose de concret, d'analogique, en lutte contre le numérique, parce que c'est un peu la métaphore du film, c'est Tom contre le virtuel, pour dire que tout est vrai. Il y a du fond bleu dégueulasse partout, dans tous les sens, c'est même vilain en termes visuels. Et donc, il est comme un peu comme il y a 15 ans, il est dans une nouvelle impasse créative, il ne sait plus quoi faire, il ne se renouvelle pas, il refait les mêmes choses, et là on recommence à s'inquiéter pour Tom qui a encore des projets de remake, de refaire genre un perso avec Les Grossman, qui est le perso qui jouait dans Le Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller, peut-être des suites à Risky Business, un Top Gun 3, donc il retombe dans les mêmes mécanismes de franchise sans arriver à se... Il faudrait qu'il retrouve un Paul Thomas Anderson ou un Stanley en fait, Kubrick, il va tourner avec Alejandro González Iñárritu, qui n'est pas un réalisateur que j'adore, mais qui au moins est un vrai metteur en scène. Et là, comme les deux sont ultra narcissiques, comme les deux s'adorent, c'est-à-dire qu'ils aiment leur propre personne, ça pourrait peut-être créer des choses au moins intéressantes. Mais en tout cas, clairement une fin en peau de boudin pour les Missions Impossibles, qui nous avait quand même clairement habitués à mieux. Mais Tom s'est pris les pieds dans son propre ego une fois de plus. Il nous a déçus. Ça arrive de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, mais ça nous arrive, Tom. Voilà, c'est quand même bien terrible, cette fin de saga où finalement on se dit
à quoi bon. Donc voilà, Mission Impossible 7, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie, actuellement dans les salles. De toute façon, ça cartonne. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés. Rapidement, ça va être de la musique avec le groupe de... comment on définit ça? De post-hardcore Birds in Row. Ouais. Originaire de Laval et au-delà d'être politiquement très engagé. Ah oui. On délivrait gauchiste. Oui. On délivrait en 2022 avec Gritlin une merveille de richesse musicale et également une merveille de richesse émotionnelle. Exactement. Sorti sur le label de Cult of Luna, si je ne m'abuse. Énorme groupe également. Donc Birds in Row, alors moi ce sera un film est sorti récemment chez Spectrum Film, nous en reparlerons peut-être, mais le coffret est gros de l'intégrale João César Monteiro, donc le réalisateur portugais. Je suis dans le 3e Blu-ray, je rentre dans le dur, mais c'est mon premier long métrage pour le cinéma, donc Veredas en fin des années 70 est absolument merveilleux, c'est une splendeur visuelle. Une revisite de l'histoire du Portugal de l'ère médiévale jusqu'à la dictature de Salazar par le prisme des contes. C'est absolument magnifique et merveilleux. J'avais déjà vu quelques films de Montero, mais là je suis en train de tomber amoureux de son cinéma. C'est une splendeur. Donc Veredas, chemin de traverse en français. On va s'arrêter là. Merci Margot, la maison de cette émission. Merci Thibaut. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.